Je viens de lancer la VOD du Tech Talk, bien évidemment. Ceux qui sont en live, vous pouvez dire bonjour à ceux qui regardent en rediffusion. Et oui, c'est bien évidemment la série des épouvanteurs derrière moi. Je les ai tous. J'attends que celui qui va sortir cette année sorte. Voilà. Bref, possible qu'il y ait un petit freeze. N'hésitez pas à refresh votre navigateur pour ceux qui ont des petits problèmes. Et je m'excuse si le son est en décalage avec la vidéo. Bref, dites bonjour à YouTube pendant que moi je vous fais un petit résumé. Alors on va commencer par parler de Navi et d'AMD bien évidemment. AMD, ensuite on va continuer AMD qui gratte des parts de marché à Intel. On va parler un petit peu de la popularité de la génération 2 d'AMD. On va ensuite parler de la DDR4 et de son prix, parce que ça vous intéresse forcément. On va parler ensuite Nvidia, GeForce GTX 1650 et ensuite Ray Tracing sur les cartes GTX Pascal, donc les cartes de génération 10, donc les 1060, 1080, 1080 Ti. On va ensuite parler jeux vidéo avec 3 petites news de jeux vidéo et une petite quatrième sur Minecraft également. Et ensuite, on va parler encore carte graphique et Nvidia. Voilà, des news, somme toute, certaines news assez intéressantes qui me hype pas mal. Et voilà, un bon petit résumé. Bon, salut Chris. Et on va commencer sans plus attendre. Il y en a un qui me demande si je suis français ou canadien. Je suis français expatrié au Canada. Et Sekiro, je sais pas c'est qui, mais Sekiro, oui, je l'ai en fait et j'ai joué un petit peu, mais c'est pas trop mon style de jeu dans le sens où je suis pas si sadomasochiste que ça. Hein. J'aime pas me faire tuer, retuer, retuer, mourir 200 fois dans un jeu. C'est pas trop mon kiff, mais faudra quand même que j'essaye d'y jouer un peu plus en profondeur parce que le jeu a l'air bon, somme toute. Et je pense que je peux quand même bien m'amuser dessus. Bref, on va commencer tout de suite avec ce petit Tech Talk. Voilà. Alors, petite transition. Petite transition. Petite transition. Et on va commencer par parler, bien évidemment, de... Oula. C'est bon. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu dans mes scènes. On va commencer par parler de Navi. Navi qui est la prochaine architecture ou le prochain nom de code de l'architecture des cartes graphiques de chez AMD. Donc on attend les premières présentations des cartes Navi pour cette année 2019 et on attend aussi des autres itérations en 2020, etc. Et ça se rapproche de plus en plus parce que la première, on va dire, pas itération, mais la première mention des cartes Navi est apparue dans un logiciel qui s'appelle HW Info, qui est un logiciel de monitoring avec HW Monitor qui permet de savoir les composants qu'il y a dans son ordi, de savoir la puissance qui est consommée, la température, beaucoup de choses. Au niveau des cartes graphiques, ça moniteur aussi la fréquence, etc., etc., l'utilisation de la mémoire. C'est des logiciels qui sont assez connus. Et donc, apparemment, dans la base de données et dans les mentions d'HW Info, eh bien, il offrirait, on verrait l'arrivée du support pour les cartes Navi, avec également d'autres petits trucs, hein, bien évidemment, sur la dernière version, mais on verrait ajout du support préliminaire d'AMD Navi. Voilà, entre autres, hein, parmi le patch note, il y avait cette petite ligne qui laissait sous-entendre que les cartes Navi vont très vite arriver. Donc, elles vont très vite arriver, puisque effectivement, la première conférence d'AMD pour, je pense, en parler, a été un petit peu teasée, a été dévoilée. En tout cas, la date de la première conférence pour parler d'AMD Navi a été dévoilée, et apparemment, ça va se faire lors de l'E3, le 7 juillet 2019. On pensait que ça allait être lors du Computex, mais le Computex qui va être aux alentours de juin, le Computex c'est souvent fin mai, début juin, mi-juin, va sûrement se concentrer sur la troisième génération des processeurs Ryzen. Donc le Computex va être plutôt sur les processeurs, ils vont peut-être parler un petit peu carte graphique, etc. Mais il semblerait qu'AMD
veuille présenter sa nouvelle architecture Navi à l'E3, et notamment lors d'une conférence qui aura lieu le 7 juillet. Est-ce que c'est une coïncidence avec la gravure en 7 nanomètres? Certainement pas, parce que ça tombe le 7-7, et on sait tous que Navi va être gravé en 7 nanomètres. Donc ça ne peut pas être une coïncidence. Bon, on s'attend à ce que on ait une carte qui sorte ou qui soit annoncée avec la performance d'une RTX 2080. On l'espère en tout cas. C'est ce à quoi on s'attend. Moi, je pense que la carte qui va sortir cette année, en tout cas en 2019, avec l'architecture Navi, aura potentiellement la puissance d'une RTX plutôt 2070, voire un tout petit peu plus puissante qu'une 2070. Je m'attends à ce que la première carte qui sorte soit entre la 2070 et la 2080, et qu'il y ait aussi des cartes un petit peu plus entrée de gamme et milieu de gamme qui sortent sur l'architecture Navi. Et ensuite, je pense qu'en 2020, par contre, Navi nous offrira des cartes qui pourront rivaliser avec la 2080 Ti. Mais je pense que ça sera pour 2020. Donc on s'attend à la RX 3080, la RX 3070 et la RX 3060. Donc tout ça devrait être basé sur Navi 12 et Navi 10, potentiellement avec de l'HDDR6. Ça c'est des rumeurs. Hein. Donc RX 3060, 4 Go de DDR6, 75 watts de TDP, donc pas besoin d'alimentation PCI. Et ça équivaudrait à une GTX 1660. Et après, on aurait une RX 3070 avec 8 Go de GDDR6, 120 watts de TDP. Et ça serait une GTX 2060 ou une GTX 1070, 200 balles. Ça serait un très bon rapport qualité-prix. Et la RX 3080 qui, elle, voilà, moi, je pense que son concurrent, ça sera plutôt la RTX 2070 qui, elle, aurait 150 watts de TDP et qui serait dans les 250-260 dollars. Par contre, ça n'empêche pas AMD de prévoir des cartes plus haut de gamme sur la même architecture Navi pour plus tard. Des cartes qui coûteraient 300-350 dollars et qui viendraient rivaliser avec la RTX 2080, avec la RTX 2080 Ti, etc. etc. Bon, pourquoi AMD réserve Navi pour le 3 ? Essentiellement, je pense, alors là c'est moi qui spécule, hein, c'est moi qui a des petites idées comme ça. Le 3, on parle de jeux vidéo. Bien que Sony, je pense, ait décidé de manquer le 3 cette année, à mon avis, AMD va faire parler de ses cartes graphiques Navi à travers potentiellement les présentations de nouvelles consoles. Je regarde plutôt du côté de Microsoft. On s'attend à des annonces au niveau des consoles, notamment Sony. On sait qu'ils bossent sur la PlayStation 5. Comme il manque le 3, ils vont pas l'annoncer à l'E3, mais je pense fortement que la PlayStation 5 va être annoncée avant la fin de l'année 2019. Et à mon avis, ça embarquera très certainement à 99% de chance de l'architecture Navi du côté de la partie graphique, donc du AMD. Puis également, ça embarquera aussi processeur, ça sera AMD aussi. Xbox, je pense que est également en train de bosser sur une nouvelle console. Enfin, on sait qu'ils sont en train de bosser sur une nouvelle console. On sait à peu près les premières caractéristiques. On a eu des premières leaks, des premières fuites. À mon avis, très beau jeu de mots. Jeremy Florent, j'ai vu, etc. Hein. TMTC. Donc, Microsoft est aussi en train de bosser sur une autre console pour la succession de la Xbox, voire même plusieurs modèles de consoles. Et peut-être que eux vont présenter un ou plusieurs de ces modèles lors de l'E3. Ça serait le lieu et l'endroit le plus adapté, on va dire. Le moment le plus adapté pour présenter ces nouvelles consoles. Et s'il y a une nouvelle PlayStation 5 qui va sortir, c'est obligé qu'il y ait une nouvelle Xbox qui sort. À chaque fois, les deux sortent quasiment en même temps. Voilà. Et donc, du coup, si AMD présente Navi lors de l'E3 et que Microsoft présente sa nouvelle console basée aussi sur l'architecture Navi lors de l'E3, bah, ça a plus de sens que de parler de Navi lors du Computex. Et du coup, parler plutôt des processeurs de 3ème génération lors du Computex. Voilà. Ça, c'est mes petites idées. Bon. AMD a plutôt le vent aux poupes. Et c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une très bonne chose. Donc là, on se base sur les données d'un des plus gros vendeurs d'informatique et d'électronique ou de hardware informatique en Allemagne. L'Allemagne, c'est quand même un pays qui vend beaucoup de composants informatiques.
Il y a un très très gros marché. Et donc basé sur les statistiques de ce magasin-là, de ce gros revendeur allemand, eh bien il semblerait que le Ryzen 7 2700X soit beaucoup plus populaire que le Core i9 9900K, qui sont les deux processeurs haut de gamme à l'heure actuelle pour le grand public du côté de chez AMD et du côté de chez Intel. Donc il semblerait que, si on regarde à ces petits graphiques, le premier correspond au nombre de processeurs vendus. Vous voyez que, hop, je vais essayer de grandir ça. Alors, c'est coupé par... vous voyez pas vraiment bien, mais c'est coupé par... voilà, une fois que moi j'ai lu à peu près ce qui était dit, c'est couplé par architecture. Donc là, on a Pinnacle Ridge, Threadripper, Summit Ridge et Raven Ridge. Et du côté d'Intel, c'est coupé entre Coffee Lake Refresh, Coffee Lake, Kaby Lake, Skylake X. Donc vous voyez que ce qui marche mieux chez Intel, bien évidemment, c'est Coffee Lake et Coffee Lake Refresh, donc les séries 8000 et les séries 9000. Et chez AMD, ce qui marche le mieux, bah bien évidemment, à 70%, c'est les séries Ryzen deuxième génération. Et quand on regarde au nombre combiné, vous voyez qu'AMD occupe quasiment les 3 quarts des processeurs vendus, c'est du AMD. Il y a seulement quoi 20% des processeurs... 20%. Si, bah ouais, 20% des processeurs vendus, 20-25 des processeurs vendus qui sont du Intel. Quelque chose comme ça. Donc, AMD a vraiment le vent en poupe, en tout cas en Allemagne, mais je pense que c'est une tendance qui n'est pas seulement restreinte à l'Allemagne et que partout dans le monde, à l'heure actuelle, AMD prend des parts de marché Intel et vend plus de processeurs que Intel. Et c'est une excellente chose. Et je viens de voir encore une énorme blague avec, à mon avis, c'est le 3, ce sera navire, parce qu'AMD a le vent en poupe. Le chat, si jamais tu peux sortir par la fenêtre, fais-le. S'il te plaît. Bref, par contre, au niveau des revenus, on est plus sur un, allez, 55% pour Intel, pour AMD, 45% pour Intel, notamment parce que les processeurs Intel à la vente coûtent plus cher que les processeurs AMD, donc Intel se fait plus de marge sur la vente de ses processeurs que le fait AMD sur chaque vente de processeurs. Donc au final, même si Intel vend moins de processeurs, eh bien, ils ont des revenus qui sont quasiment similaires. Et aussi le fait parce que Intel vend des processeurs souvent qui sont plus chers, dans le sens plus haut de gamme. C'est-à-dire que, vous savez, tous les processeurs, les 9990, les 9980, les 7980, etc., etc. Tous ces processeurs que tu ne peux pas t'acheter, mais que certaines personnes s'achètent, qui valent 1200, 1300, 1400, 2000 euros, voilà. Et bien ça, c'est Intel qui les fait grosso modo, et Intel en vend quand même. Et là-dessus, ils se font pas mal de marge. Alors que AMD, du côté d'AMD, les processeurs équivalents, c'est les Threadripper. Et les Threadripper, ça se vend, je pense que le plus cher est à 900 euros. Ce qui est plutôt très bon marché, voire 900 000 euros, quelque chose comme ça. Alors que du côté de chez Intel, tu peux trouver un pros à 3000 balles. Le tout nouveau 9980 XE qui est sorti ce week-end ou la semaine dernière coûte juste 2800 ou 3000 euros, quelque chose comme ça. Voilà, donc quand ils en vendent un, je peux te dire que c'est la fête à la saucisse. Voilà. Bref. Mais du coup, moi je trouve que je voulais vous en parler. Voilà, c'est des petites stats qu'on a et je trouve que c'est une excellente chose de la part d'AMD de vendre plus de processeurs que Intel. Vous voyez, ça c'est la répartition par processeur en plus. Donc je vais pas forcément vous l'ouvrir parce que vous allez rien voir. Voilà, je vois que vous voyez rien sur le chat. Mais grosso modo, c'est la répartition par processeur. Et vous voyez les différentes... le nombre, le pourcentage de ce type de processeur-là vendu par mois. Donc on peut voir que en novembre ou en octobre, là, et ça c'est le mois de novembre, AMD a vendu beaucoup de R7 2700X, qui est la barre rouge ici. Voilà, juste pour vous dire ça. Et qu'ils ont vendu aussi beaucoup de R7 2700, qui est celle-là. Voilà. Non, c'est celle-là. Ça, c'est les R5 2600. Et ça, c'est les R5 2600X. Vous voyez que quand même là, AMD vend comme 69% de processeurs
par rapport à Intel en novembre qui en a vendu 31%. En novembre 2018, hein, bien évidemment. Donc vous voyez que plutôt une bonne chose. Et ça, c'est les revenus qui correspondent. Voilà, voilà. Bon. Un autre truc qui nous intéresse fortement, bien évidemment, puisque nous, on aime ne pas dépenser trop d'argent dans ces composants, c'est le prix de la DDR. Donc le prix de la mémoire vive qui continue de baisser. On avait spéculé ça il y a comme 7-8 mois que le prix avait commencé à descendre, etc. Et il avait commencé à descendre aux États-Unis. Et je me disais, bah, j'espère que cette tendance qui se voit aux États-Unis, des prix qui descendent sur la RAM, va se voir également en Europe. Et il semblerait que, bah oui, cette tendance se confirme et les prix ont même encore diminué. Ça, vous voyez là, ça c'est le pic qui a fait mal. Ça c'est le pic qui a fait mal en 2017, il y a environ 1 an et demi, où la RAM était à son plus cher. Donc ça c'est la DDR3 en rouge et en vert on a la DDR4. Hein. Bien évidemment, les prix des deux RAM ont augmenté, mais comme la DDR4 était plus récente, bah, les prix étaient de base plus élevés. Ça, c'est à peu près quand j'ai acheté mon PC il y a 3-4 ans. J'ai à peu près payé 50 euros ou 60 euros pour avoir 16 Go. C'était le prix hein, à l'heure actuelle. Hein. Enfin, à l'heure actuelle, c'était le prix dans ce temps-là. C'était pas très cher. Et après, les prix ont commencé à augmenter. 4,9 $ les 512 MO à 2133 ou 2400 MHz, donc ce qui est plutôt de la RAM assez basique, donc avec des fréquences assez basses. Quasiment 5 $ le demi-giga. Ça fait très 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 cher. Donc quand ici tu es à 2 $ le demi-giga, que tu multiplies le prix par 2,5, quand ta RAM, quand tes 16 Go de RAM te coûtait 50, 60 euros, voire même un tout petit peu plus, eh ben, tu passes à 16 Go de RAM qui te coûte 160, 170 euros. Et c'est à peu près les prix qu'on avait pendant presque une année. Parce que bien que ça ait baissé un petit peu, ça restait quand même pas mal au-dessus des 4 $ de mai 2017 à juin 2018, voire septembre 2018. Il y a juste à la fin de l'année dernière où les prix ont commencé à chuter. Et puis là, du coup, début 2019, ça a encore baissé. Et là, en avril, on est quasiment à 2,3 $ le demi-giga, ce qui est quasiment revenu à la normale. Donc là, vous pouvez retrouver de la RAM pas trop cher, ce qui est quand même plutôt bien. C'est quand même plutôt bien. J'ai acheté les miennes 240 euros en août 2018. C'est à peu près ici. C'est à peu près ici. Voilà. Bien évidemment, hein, parce que ça, c'est les prix aux fournisseurs. Les prix, nous, qu'on obtient bah, sont un petit peu décalés. C'est-à-dire que l'augmentation a duré plus longtemps de notre côté. Voilà. Et il y a des gens qui demandent si je suis toujours sur Montréal. Et oui, je suis toujours sur Montréal. Mais du coup, bah là, c'est le bon moment. Si vous voulez acheter de la RAM, les prix commencent à être assez bas. Et ça commence à être vraiment intéressant d'acheter de la RAM maintenant. Hein. Là, on commence à avoir des bons prix. Donc c'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle. Bon, on va passer à la news suivante qui concerne Nvidia encore une fois. Petite news, hein, petite news assez rapide. On en avait déjà parlé, c'est confirmé, etc. La GTX 1650 va sortir le 22 avril. Elle va être annoncée le 22 avril. Il n'y aura pas besoin de connecteur d'alimentation PCI. Donc pas besoin d'avoir une alimentation qui soit hyper puissante, etc. La carte sera auto-alimentée par le port PCI Express sur votre carte mère. Donc il n'y aura pas besoin de brancher de câble supplémentaire, ce qui est une excellente chose qui la rend compatible avec beaucoup de systèmes entrée de gamme qui ont des alims qui ne sont pas forcément très puissantes, etc. Si jamais vous voulez upgrader votre carte graphique sur un tel système et que vous ne savez pas si vous avez une alimentation suffisamment puissante, que vous avez les câbles, etc., etc., ben, avec ce type de carte, pas besoin de câble, vous savez directement que votre alim va supporter la carte parce que ça sera auto-alimenté par le port PCI Express avec du coup un TDP qui est de 75 watts. Il y aura également des designs, ce qu'on appelle single slot, donc avec juste qui prennent seulement un slot PCI Express, dans le sens où du coup la carte n'est pas très épaisse. La plupart des cartes qu'on voit à l'heure actuelle, que ce soit une 1660,
une 2070, etc., sont souvent des doubles slots. Donc elles prennent 2 slots PCI Express dans le sens où la largeur, tu la branches sur un slot, mais la carte dépasse. Et du coup, sur le côté à l'arrière du boîtier, tu es obligé d'enlever 2 petits racks. Voilà. Pour ça que c'est du dual. Alors que là, il y a des cartes qui sont du coup juste des single slots. Ce qui fait que tu peux mettre ça dans des configs un peu plus, encore plus minces. Dans des boîtiers encore plus petits et qui prennent encore moins de place. Voilà. Notamment par exemple, ça, c'est une carte single slot. Voilà. Ça prend juste un bracket PCI Express. Avec une sortie HDMI ou une sortie DVI. Bon. Au niveau des caractéristiques, on est pas mal... On est pas mal... plus avancé, enfin non, en fait on n'est pas plus avancé qu'avant, c'est-à-dire que on sait juste que le TDP a été confirmé avec 75 watts, ça va être du single slot, on sait qu'il y aura 8 Go par tac, oh non, que la mémoire est lancée à 8 gigabits par seconde sur un bus de 128 bits, que la quantité de mémoire vidéo est à 4 Go, mais on est sur de la GDDR5. Et par contre, on n'a pas vraiment une bonne idée des fréquences ni du nombre de Q d'accord. Parce que les Q d'accord, on sait que ça va être entre 900 et 1000. Voilà. Single slot, c'est l'épaisseur du PCB en vrai. Tu mets pas un refroidissement. Bah, c'est l'épaisseur du PCB. Le PCB est à peu près à chaque fois... le PCB sur une single slot est à peu près à chaque fois aussi épais. Parce qu'au final, ton PCB fait quasiment toujours la même épaisseur. Parce que la partie de la connectique est toujours de la même épaisseur. Parce que ça se connecte toujours dans un port PCI Express qui fait toujours la même taille. Donc ton PCB fait toujours la même épaisseur grosso modo. Mais c'est juste que c'est surtout la taille de ton refroidissement qui définit si c'est une single slot ou un dual slot. La différence de taille des GPU change les perfs. Pas vraiment. Pas vraiment. C'est surtout pour le refroidissement. C'est-à-dire que c'est une carte une 2060, une 2070, ça va être du dual slot, déjà pour fournir plus de connectique à l'arrière. Une des premières raisons. Parce que là, du coup, si tu as un slot simple, le nombre de connectiques que tu peux avoir est limité, alors que quand tu as un dual slot, bah, tu peux mettre 3 prises HDMI, une DVI, un DisplayPort, etc. Et en plus, bah, du coup, tu peux mettre un radiateur qui est beaucoup plus gros et un refroidissement qui est beaucoup plus gros sur la carte. Parce que bah, du coup, une 2070, ça va être plus puissant, donc ça va chauffer plus, donc besoin de plus la refroidir, etc. Elles servent à rien, ces cartes, t'as vu les ressources que demande un jeu AAA. Oui et non. Oui et non, oui et non. Bah, il y a beaucoup de gens qui jouent pas à des jeux AAA forcément, déjà. Et je pense que c'est des cartes qui ont leur public. Il n'y a qu'à voir. Des cartes qui se sont extrêmement bien vendues, je pense, c'était les 750 Ti. Les 750 Ti, c'était pas vraiment des cartes qui étaient faites pour les AAA, mais elles se sont très très bien vendues, parce que ça permettait de jouer quand même à beaucoup de jeux, de manière pas trop dégueu, avec un bon framerate, etc., et une qualité plutôt acceptable, sans claquer son portefeuille et acheter une 970 ou une 1060, parce que ça coûtait 2 fois moins cher. Et du coup, c'était des cartes qui sont extrêmement bien vendues, les 750 Ti. C'est pour ça que les cartes entrée de gamme, pour moi, sont souvent des cartes qui se vendent plutôt bien et qui ont leur place. Par contre, les cartes comme les 1030, les 1020, les 1040, ça c'est de la merde, parce que ça fait quasiment rien tourner. Mais par contre, à mon avis, cette 1650, tu vois, tu pourras jouer tranquillement à certains Assassin's Creed avec, à Origins, tu pourras jouer à Apex sans problème, etc. etc. Overwatch, t'as pas besoin d'une 2080 Ti pour y jouer, par exemple. Là. Ça, tu vois, ça peut être une très bonne carte pour jouer à Overwatch. J'en suis certain. J'en suis certain. Bref. On va continuer encore avec du Nvidia, bien évidemment, puisque depuis la semaine dernière, Nvidia a sorti le driver qui apportait le support du ray tracing sur les cartes Pascal et les cartes Turing GTX. Donc sur les cartes GTX, en gros. Sur les 1660, sur les 1660 Ti, sur les 1080, sur les 1080 Ti, sur les 1070 et sur les 1060. Voilà. Je pense que j'ai listé toutes les cartes qui étaient compatibles maintenant avec le ray tracing et avec Microsoft DXR, donc DirectX Ray Tracing. Bon. Comme je l'ai déjà dit, la semaine dernière, je pense, ou la semaine d'avant, je m'attends pas, vraiment pas, à ce que les performances sur les jeux actuels en ray tracing avec ces cartes-là soient bonnes.
les jeux qui sont sortis à l'heure actuelle avec le ray tracing, c'est soit des démos, dans le sens c'est soit la démo pour les réflexions, donc celle de Star Wars, soit des AAA comme Metro Exodus, comme Battlefield 5, comme Shadow of the Tomb Raider, soit des démos de jeux comme Atomic Heart, je pense, ou alors des benchmarks comme 3D Mark Port Royal, et je pense qu'il y a un autre benchmark, je pense, qui est sorti là-dessus. Donc c'est quand même des trucs très très lourds et des jeux AAA qui sont de base extrêmement gourmands, qui tournent plutôt bien sur les cartes RTX, mais du coup je m'attends absolument pas à ce que les cartes GTX actuelles ou les GTX 1660 Ti, etc., fassent tourner ces jeux correctement avec le ray tracing. Et je pense que faut pas s'y attendre, faut pas espérer des monts et merveilles avec le ray tracing sur ces cartes-là, sur les jeux qu'on a à l'heure actuelle. Parce que les jeux sur lesquels on a le ray tracing sont gourmands et le ray tracing pour l'instant est pas encore vraiment bien optimisé. Bon, voilà les cartes sur lesquelles c'est disponible, comme je disais. C'est les cartes Turing qui ont déjà le RTX. Les deux Turing GTX 1160 Ti et 1660 qui n'avaient pas de RT cœur. Et ensuite, Pascal, il y a les Titans aussi. Les 1060, 1070, 1070 Ti, 1080, 1080 Ti, Titan X et Titan XP. Pour l'instant, ça c'est le panel de jeux et de démos qui sont disponibles avec le ray tracing. Sur la démo Star Wars, c'est les réflexions qui sont en ray tracing, les ombres et l'occlusion ambiante. Sur le jeu Justice, qui est un jeu, je pense, qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir, ça sera les réflexions et les ombres. Sur Shadow of the Tomb Raider, c'est juste les ombres. Metro Exodus, c'est illumination globale, occlusion ambiante. Sur Battlefield 5, c'est juste les réflexions. Sur Atomic Heart, c'est réflexions et ombres. Et sur 3D Mark Port Royal, qui est un benchmark, c'est les réflexions et les ombres. Bon, là, c'est Nvidia qui avait sorti des trucs sur comment ça marche, etc. pour l'occlusion ambiante, les ombres, la réflexion et l'illumination globale. Comment fonctionnent les différentes techniques de ray tracing et c'est quoi les charges de calcul donc, pour ces différents rendus. On voyait que par exemple, pour faire de l'occlusion ambiante, il y a besoin de beaucoup de rayons. Ça c'est des BVH Search, c'est l'histoire des boîtes dont je parlais au début, dans le sens où ils font des boîtes dans lesquelles ils font des intersections et du coup ils réduisent la taille de la boîte. Et les bounds, c'est s'il y a des rebonds, c'est s'ils permettent aux rayons de rebondir quand ils touchent une première surface. Parce que normalement ton rayon touche une surface, il va rebondir, il va toucher une autre surface, il va rebondir, etc. Et ça c'est savoir combien de rebonds tu autorises pour chaque rayon. Et donc pour l'occlusion ambiante, il faut quasiment beaucoup de rayons. Ils font des recherches en local et il n'y a aucun rebond. Pour les ombres, ça dépend du nombre de lumière qu'il y a. Donc plus il y a de lumière, plus ils vont mettre de rayons. Mais s'il y a peu de lumière, il y aura peu de rayons. Ils font une recherche globale sur toute l'image et pareil, pas de rebond. Par contre, par exemple, pour les réflexions, là ça va dépendre de la type de surface. Le nombre de rayons dépend de la type de surface et il peut y avoir des rebonds. Parce que comme c'est des réflexions, il faut qu'il y ait des rebonds pour réfléchir la lumière, etc., etc. Et pour l'illumination globale, il peut y avoir des rebonds. Ils font des recherches sur tout le truc parce que l'illumination globale, ça englobe vraiment tout le lighting et tout l'éclairage d'une scène. Et il y a beaucoup de rayons qui sont requis. Et Castak Ultima Deception qui me dit que c'est une technique à la marketing qui permet de donner envie aux gens d'upgrade parce qu'ils ne pourront pas jouer correctement en cochant la carte Ray Tracing. Le fait d'activer le Ray Tracing sur les cartes GTX, Pascal et les GTX de chez Turing. C'est un peu marketing, mais en fait je pense surtout que dans le futur, les jeux qui vont sortir avec le Ray Tracing pourront potentiellement tourner sur ces cartes-là, notamment les petits jeux. Parce que le Ray Tracing on peut l'adopter sur beaucoup de jeux. C'est pas forcément les AAA qui ont besoin de ray tracing. Ça peut être n'importe quel jeu, même un petit jeu qui est pas très compliqué, qui est pas très gourmand. Tu peux utiliser le ray tracing pour faire le rendu, par exemple, des ombres. Si tu te dis, le jeu tourne vraiment très bien, il est pas très gourmand,
qu'est-ce qui pourrait améliorer les graphismes du jeu? Tu te dis, bah si on pouvait faire l'occlusion ambiante avec le ray tracing, ça rajouterait quand même pas mal de choses. Et ça serait pas trop gourmand en performance parce que le jeu est pas gourmand de base. Eh bien les devs peuvent l'implémenter, etc. Et ça peut tourner sur les cartes moins puissantes. Mais bon, c'est sûr que pour l'instant, à l'heure actuelle, activer le ray tracing sur ces cartes-là, faut pas avoir de grosses attentes. Puis les tests qu'a fait Nvidia le montrent, par exemple sur Battlefield 5 en 1440p avec le ray tracing en ultra, donc les réflexions en ultra. Une 1660 Ti est à 23 ou 25 fps. Une 1080 Ti atteint les 30 fps, donc autant vous dire que c'est pas vraiment fait pour ça, quoi. C'est pas vraiment fait pour ça. Sur Shadow of the Tomb Raider, pareil en 1440p avec le DXR en élevé. Eh bien, on tourne autour des... c'est combien? Laissez-moi voir. 24 fps sur une 1660 Ti, 34 sur une 1080 Ti. C'est pas jouable. C'est pas jouable. Tu vois, c'est pour l'instant en 1440p, en tout cas, c'est pas jouable. Metro Exodus, c'est encore pire, n'en parlons pas. En 1080p, c'est un petit peu mieux. 1080p, quand on met le ray tracing en médium ou en élevé ou même en low sur Battlefield 5 par exemple, avec une 1660 Ti, on est à 50 images par seconde. Avec une 1080 Ti, on est à 65 images par seconde. C'est-à-dire que les gens qui ont une 1080 Ti, qui jouent à Battlefield 5 en 1080p, ils peuvent se mettre en ultra, ils peuvent activer les ray tracing, ça sera toujours jouable. Voilà. Par contre, les autres cartes, ça pêche quoi, ça pêche. Et par contre, le ray tracing pas en ultra, hein. Parce que quand tu le passes en ultra, tu tombes à 42. En moyen, on était... Ah, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? En moyen, on était à 64. On passe en DXR Ultra, 42. Ça fait un petit peu mal. Le 1440p, vous avez vu que c'est pas possible. La 4K, la 4K, on n'en parle pas. Metro Exodus, non. Même en 1080p, Metro Exodus, c'est pas jouable avec le DXR en élevé, hein, bien évidemment. C'est pas jouable, sauf si on a du coup une RTX. Quand on a une RTX, ça va. Mais avec une GTX, non. Genre 35 fps, 19 fps, faut même pas y penser. Et puis si on le met en ultra, c'est encore pire. Mon Dieu. Et je pense qu'après, je vais avoir Shadow of the Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider, ça pourrait le faire avec une GTX 1080 Ti. 52 fps, ça peut passer. C'est un jeu solo. On aurait à peu près les mêmes perfs qu'une RTX 2060 avec le ray tracing en élevé. Voilà. Mais le reste, non. Voilà. Le reste, on a 38, 33, et une 1080 est à 40 fps. C'est vraiment pas la folie. Puis, c'est une tendance qui se retrouve sur quasiment tous les trucs qui utilisent le ray tracing. À l'heure actuelle, du coup, les jeux n'ont pas été optimisés pour ça. Ils ont été pensés pour tourner sur des cartes qui avaient des RT-Cœurs qui prenaient ça en charge de manière indépendante et qui étaient faites pour ça. Donc les devs aussi se sont dit, peut-être on n'a pas forcément besoin d'optimiser pour que ça tourne sur les culs d'accord standards, etc. Parce qu'il va y avoir des RT-Cores qui vont s'en charger, ce qui est vrai. Mais maintenant que le ray tracing a été intégré à l'Unreal Engine, a été intégré à la prochaine version d'Unity, bien ça ouvre la porte à beaucoup plus de choses pour les développeurs. Ils vont pouvoir commencer à utiliser ces techniques sur beaucoup plus de jeux. Ils vont commencer à pouvoir expérimenter, tester, essayer d'optimiser, parce que tu vois, tu essaies quelque chose, au début tu connais pas, tu sais pas trop comment faire, forcément ça tourne mal, parce que ça prend que ça tourne mal, quoi. Parce que tu le fais mal. Genre tu implémentes un truc, tu fais peut-être des opérations qui sont inutiles, tu fais peut-être des opérations qui sont redondantes, ça surcharge ta carte graphique, ça surcharge ton workload, et ça va mal tourner. Par contre, au bout d'un moment, plus t'en fais, plus t'apprends. Et du coup, au bout d'un moment, c'est comme les techniques graphiques actuelles. Je veux dire, il y a 10 ans, les jeux étaient beaucoup moins beaux, et c'est pas pour ça qu'ils tournaient mieux. Aussi, les cartes graphiques étaient beaucoup moins puissantes. Mais je veux dire, c'est que les devs apprennent à utiliser les techniques pour faire des choses mieux avec. Donc le ray tracing, c'est pareil. Les devs plus ils l'utilisent, plus ils savent s'en servir, plus ils expérimentent avec, plus du coup ils peuvent l'optimiser, ils peuvent genre tweaker, faire des choses, etc., etc. Et plus on va le voir sur
de nombreux jeux. Par contre, oui, je le dis toujours, hein, le ray tracing, c'est le futur. Ça va être utilisé sur quasiment... à terme, ça va être utilisé sur 80% des jeux. Parce que tu peux aussi faire de la géométrie en ray tracing. Il y a beaucoup de choses. La physique, tu peux la faire en ray tracing. La géométrie, le rendu de la géométrie, ça peut être du ray tracing. Je veux dire, ça peut être une technique de rendu, pas seulement pour la lumière, les ombres, les réflexions. Ça peut être utilisé pour beaucoup plus de choses. C'est ça qu'il faut aussi voir. C'est ça aussi qu'il faut voir. Bon. Passons à la news suivante, qui concerne toujours les performances en ray tracing d'une GTX 1080 cette fois-ci. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, sur Port-Royal, on a un score de 1476. Port-Royal qui est le benchmark de 3D Mark qui inclut du ray tracing. Et on a à peu près le même score qu'une GTX 1660. Et là, c'est là qu'on voit aussi l'importance de l'architecture, la différence entre l'architecture Pascal et l'architecture Turing. Turing a été pensé pour pouvoir faire des opérations, certains types d'opérations en parallèle. Les opérations sur les entiers 32 bits et les nombres flottants 32 ou 64 peuvent être faits en parallèle. C'est-à-dire que tu peux faire en même temps une opération sur un entier et en même temps une opération sur un nombre flottant. Ce qui fait que, techniquement, si tu fais les choses bien, bah, tu peux faire deux opérations en même temps quasiment tout le temps. Alors que sur Pascal, eh bien, tout se faisait à la suite. Ce qui fait que du coup, ton temps de calcul d'une image était beaucoup plus long parce que tu ne pouvais pas faire deux opérations en même temps. Et c'est là qu'on voit l'importance de l'architecture sur les performances, notamment pour des trucs nouveaux comme le ray tracing qui utilisent beaucoup les opérations en entier 32 bits. Si on passe sur la démo d'un jeu qui va sortir prochainement qui s'appelle Atomic Heart, comme vous le voyez, même la GTX 1160 en 1080p avec le DXR est à 21 fps, alors que la 1080 est à 19 fps. Et au niveau des caractéristiques, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la 1080 a genre 1000 Q d'accord en plus. C'est juste que l'architecture n'est pas du tout la même. La GTX 1660 a genre 1400 Q d'accord, la 1080 on a 2560. Donc quasiment 75% en plus de Q d'accord. Et pourtant, ben, une fois qu'on active le ray tracing, au niveau des performances, ben, la GTX 1160 fait égal à égal avec la 1080. D'où l'importance de l'architecture. Et c'est un truc qui se retrouve sur plusieurs jeux. Battlefield 5, 1080p high avec le DXR en low, 40 fps pour la 1160, 45 pour la 1080. Pareil pour une démo de Justice, le jeu qui va bientôt sortir également. Hop là, je voulais pas cliquer. Metro Exodus, par contre, bah, la 1080 est un petit peu pas mal devant. Shadow of the Tomb Raider aussi. 10 fps en plus. Mais comme vous le voyez, là, l'importance de l'architecture et l'importance de paralléliser les opérations. Ça, c'est des choses qui vont vraiment, genre, être développées dans le futur. Genre, pouvoir faire des opérations en parallèle, c'est un domaine qui va, je pense, exploser. Et c'est ça aussi qui va permettre à nos cartes graphiques et à nos jeux de devenir plus beaux et être plus puissants. Le RTX booste énormément le rendu 3D. Cherche Octane Render RTX. Ben, n'importe quel rendu 3D qui va utiliser du ray tracing pour faire son rendu, je suis persuadé qu'une carte RTX explose toutes les autres cartes. Je me pose même pas la question. Parce qu'elle est faite pour ça. Bon, on va parler jeux vidéo. On va parler jeux vidéo avec Star Wars. Star Wars Jedi Fallen Order. Le prochain jeu de Star Wars fait par Respawn Entertainment et EA, forcément Electronic Arts, puisque c'est eux qui ont l'accord avec Disney pour faire les jeux Star Wars. C'est pour ça que c'est eux qui font Battlefront, c'est eux qui ont fait Battlefront 2 et tout. Là, du coup, le prochain jeu Star Wars qui avait été dévoilé, je pense, il y a 2 ans, dévoilé entre guillemets, on savait juste que Respawn était en train de bosser sur un jeu Star Wars. Il n'y avait eu aucun trailer ni rien. Donc là, on a quelques informations en plus. C'est Respawn Entertainment qui s'en charge, c'est ceux qui font Apex, bien évidemment. Ils bossent sur les développements et tout. Et on sait, les 3 informations à retenir que EA Games et Respawn Entertainment ont voulu dévoiler, c'est que c'est un jeu à la 3e personne, donc c'est pas un FPS, c'est un TPS,
third person shooter. C'est pas vraiment un shooter parce qu'on joue un Jedi, mais vous voyez le genre. Solo. Il n'y a pas de multijoueur sur ce jeu. Jedi Fallen Order sera un jeu essentiellement solo. Pas de multijoueur prévu. Donc du coup, pas de microtransactions ni de lootbox prévu dans le jeu. Et je pense que la troisième news, c'est que ça va arriver pour la fin d'année 2019. Et la date exacte, je crois, que c'est le 15 novembre 2019. Donc forcément, on va avoir plus de détails lors de l'E3. Bon, ça promet du bon. Beaucoup de gens sont très très suspicieux, parce que c'est quand même EA, et on sait que le dernier jeu Star Wars d'EA, qui était Battlefront 2, a fait scandale à cause de son système de lootbox, son système de progression, les persos qui étaient bloqués, etc. etc. En gros, t'achetais le jeu, mais si tu voulais débloquer les persos et jouer au jeu pleinement et avoir l'expérience complète de Battlefront 2, c'était soit tu jouais 3000 heures pour accumuler suffisamment de points pour débloquer les persos avec les points du jeu, soit tu payais 50 balles. Donc je peux vous dire que ça avait fait plutôt scandale. Et ils se sont pris un énorme retour de bâton d'ailleurs de la part des joueurs, mais pas que. EA s'est fait taper sur les doigts par Disney. Parce que sortir un jeu Star Wars qui se fait complètement bâcher par la presse, par les joueurs, etc., Disney n'est pas très content. Parce que ça donne une très mauvaise image de Star Wars et de la franchise. Et Disney veut pas que Star Wars ait une mauvaise image. Donc Disney avait même tapé sur les doigts d'EA en leur disant non, vous revenez sur votre décision et vous changez tout ça. Voilà. Donc il se peut que Disney fasse pression pour que Electronic Arts fasse un jeu qui cette fois-ci soit pas scandaleux, dans le sens où voilà, fasse un jeu qui soit bien. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont assez sceptiques, moi aussi, hein, je prends des pincettes, je suis genre je vais attendre de voir ce que c'est, parce que c'est quand même EA Games, etc. Les jeux Star Wars, on sait que des fois, lootbox, microtransactions et tout, ils vont peut-être nous vendre un jeu en pack, c'est-à-dire qu'ils vont nous vendre le jeu de base, et t'auras pas la fin de l'histoire, et t'auras genre l'histoire qui va continuer, il faudra racheter un truc, etc., etc., tu vois. Vendre un jeu en DLC, tu vois. C'est quelque chose qu'ils pourraient faire. Mais on va espérer et leur donner une chance. Par contre, règle d'or qu'il ne faut jamais oublier, c'est pas parce que ça semble pas mal qu'il faut précommander. Ne jamais précommander, point. Ça c'est une règle d'or, ne précommandez aucun jeu. Même si ça vous hype. Attendez qu'il sorte, attendez de voir des vidéos de gameplay, d'avoir des premiers retours, etc. Mais en attendant, Jedi Fallen Order. Ce qui va se passer, c'est qu'apparemment, ils ont misé sur l'immersion du jeu et notamment sur les combats au sabre laser, qui sont une part énorme de l'univers de Star Wars, ce qui fait la beauté un petit peu de l'univers, des Jedi et tout. On rêve tous d'être un Jedi, et quand on joue à un jeu Star Wars, il faut que les combats au sabre laser soient réussis. Et du coup là, apparemment, ils ont essayé de revoir un petit peu ce système de combat, et ils vont introduire une nouvelle méthode de combat, un nouveau système de combat au sabre laser qui permettra de taper, parer et éviter, avec également des pouvoirs de la force à utiliser, qui devrait offrir une meilleure immersion et vraiment des combats qui soient plus intéressants que ce qui s'est fait dans les jeux précédents, qui se rapprocheraient des scènes de combat que tu peux voir dans les films, où vraiment quand tu pars, tu vois, t'as vraiment l'impression de parer. Et toi, quand t'attaques, tu mets pas juste des coups au mec, quoi. Genre, il prend les coups sans forcément parer. Non. Ou tu sais, il y a vraiment des chocs de sable qui arrivent, que ce soit plus réel, les combats au sabre laser. Que ce soit genre... J'imagine, par exemple, une sorte de médiéval... Chival Medieval Warfare, mais avec des sabres laser. Où vraiment, la physique des armes est beaucoup plus avancée. Bref, le jeu prend place juste après l'épisode 3, donc juste après la revanche des Sith. On joue un Jedi qui a survécu à l'ordre 66, donc l'ordre 66 qui est d'exécuter tous les Jedi.
Donc on joue un Jedi qui a survécu, ou plutôt un apprenti Jedi qui a survécu à cet ordre-là et qui va essayer d'arpenter la galaxie et de reformer l'ordre Jedi, ou en tout cas de retrouver les Jedi qui pourraient avoir survécu comme lui. Donc une histoire solo avec de l'exploration, du combat, des énigmes à résoudre. Je vois ça un petit peu comme je vois ça comme un jeu qui ressemblerait à ce qu'a fait Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, donc un action-aventure avec un petit peu un RPG. Potentiellement, je m'attends à voir quelques gouttes de RPG comme par exemple il y a dans Assassin's Creed Origins ou Assassin's Creed Odyssey. Donc tu sais, avec des compétences, etc. Je m'attends à voir un petit mix de tout ça, donc un action-aventure RPG qui joue en solo dans l'univers de Star Wars. Bon, ça sort, comme je l'avais dit, le 15 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Et sans plus attendre, je vous invite à regarder le trailer avec moi. Je pense qu'on va faire ça tout de suite, on va voir le trailer. On va mettre ça en plein écran et on va regarder ce petit trailer. Allez, c'est parti. Je vais vérifier que je sois... Allez, 1440p, c'est pas mal. Un peu de son et c'est parti. Wasn't always like this. But now, there are 3 rules to survive. Don't stand out. Accept the past. Trust no one. The galaxy's changed. Look out! Whatever you do, don't reach within. Don't stand out. Accept the past. Execute Order 66. Trust no one. Trust only in the Force. Voilà, quand même, ça en jette un petit peu. Mais j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont présenter lors de l'E3 pour en savoir plus sur ce jeu, notamment quel type de jeu, etc., le système de combat, parce que je pense qu'ils vont forcément en parler lors de l'E3 vu que ça sort le 15 novembre de cette année. Bon, un autre jeu qui va faire parler de lui, dont on a eu quelques news, qui a beaucoup fait de parler de lui quand il est sorti, c'est Red Dead Redemption 2, qui est sorti sur PS4 et Xbox One. Seulement sur PS4, je pense. Donc, il semblerait que la sortie du jeu PC, Red Dead Redemption 2, j'avais dit qu'il sortirait sur PC, je l'avais dit, on le savait, il y avait eu des fuites, il y avait eu des trucs qui avaient été leakés, etc. Il semblerait que Red Dead Redemption 2 puisse sortir le 9 juillet 2019, donc cette année, le 9 juillet, potentiellement lors de l'E3, on en parlera, Rockstar en parlera, mais ça pourrait sortir pendant ou juste après l'E3, donc le 9 juillet 2019, et il se peut même que Rockstar fasse une annonce le 22 avril, donc après Pâques, juste après Pâques, pour annoncer la sortie de Red Dead Redemption 2 sur PC. On ne sait pas à quel point cette info est sûre, mais en tout cas, il se pourrait également
que le jeu par contre soit une exclusivité Epic Game Store. Voilà. Donc il serait pas publié sur Steam, en tout cas pas au début. Et il semblerait même que l'exclusivité ne serait pas temporaire. C'est-à-dire que le jeu ne pourrait jamais sortir sur Steam. Et il sortirait seulement sur l'Epic Game Store. Ça serait une news un petit peu plus dramatique. Comme quoi genre, oui, Red Dead Redemption 2 sort sur PC cette année, 9 juillet. Non, il sort seulement sur l'Epic Game Store. Exclusivité Epic Game Store pour toujours. C'est un peu genre, t'es genre, oui, non. Mais non, c'est débile, c'est débile. C'est débile de faire une exclue non temporaire. À la limite, si Rockstar avait son propre launcher et que ça sortait seulement sur le launcher Rockstar, je comprendrais. Mais là, exclu sur l'Epic Game Store, je trouve ça vraiment bizarre. Surtout si c'est pas une exclue temporaire, si c'est une exclue définitive, que ce soit toujours sur l'Epic Game Store. Je vais pas reparler de l'Epic Game Store et de leurs pratiques, mais je trouve que acheter des exclusivités, c'est une pratique complètement stupide et dégueulasse dans le marché du gaming sur PC. Ça s'est jamais fait et ça peut pas être bon. Epic essaye juste de tuer, pas vraiment la concurrence, ils tuent pas la concurrence, ils sont hyper agressifs sur l'entrée dans le marché parce qu'ils payent les éditeurs pour avoir une exclusivité. C'est pas une pratique qui est bien. C'est pas une pratique qui est bien. Mais bref. La bonne nouvelle, c'est que Red Dead Redemption va sortir sur PC cette année, le 9 juillet 2019. Et voilà. Que Epic meurt, boycott Epic Store, c'est cancer et anti-consommateur. Sauf que le problème, c'est que ils pourraient mourir. Sauf que ils achètent tellement d'exclusivités qu'ils pourront pas mourir. Justement, ils assurent quelque part leur survie en achetant ces exclusivités. Parce qu'imagine, il y a des jeux qui vont sortir que sur l'Epic Game Store. Il y a forcément des gens qui vont vouloir y jouer. Forcément. Et à cause de ça, ils s'assurent de survivre et d'avoir des gens qui utilisent leur plateforme parce qu'ils ont fait un énorme chèque à l'éditeur en disant on fait une exclue sur notre store. Si jamais ça fait pas les ventes, si jamais ça fait pas tant de ventes, on vous assure de vous payer quand même tel montant. On vous donne une assurance au niveau des ventes que même si les ventes sont moins bonnes que si vous l'aviez sorti sur Steam, on vous paye quand même tel montant par exemple. Mais Rockstar a son propre launcher, j'ai GTA 5 sur le Rockstar Social Club et pas sur Steam. Ah bah du coup là je ne comprends pas. Je comprends pas l'avis de Rockstar. Certainement que Epic Games propose vraiment un gros chèque et une grosse assurance au niveau des ventes pour que Rockstar décide de donner l'exclusivité à Epic Games si ça se fait. Si ça se fait. Ça, c'est pas sûr que ça soit une exclusivité Epic Store. Mais si ça se fait, à mon avis, c'est que Epic Games fait des gros chèques pour avoir ces exclusivités et que c'est très rentable pour les éditeurs. Que genre en mode qu'ils y perdent rien. Et en quoi c'est grave qu'ils assurent leur survie? Ah mais c'est pas grave qu'ils assurent leur survie, c'est juste que le marché PC c'est pas le marché console. Tu peux pas acheter des exclusivités, genre c'est pardon, excuse-moi. Excuse-moi, genre ça se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est bien d'avoir le choix. Là, on t'enlève le choix en tant que consommateur. On t'enlève le choix parce que l'éditeur décide de mettre son jeu en exclu sur un magasin. Pourquoi? On ne sait pas. Juste parce qu'il y a un gros chèque à la clé. C'est discutable. C'est très discutable comme pratique. Parce que du coup, Epic Games ramène tous les gros jeux chez eux. Ils laissent aucune chance à Steam. Là, genre, tous les jeux Ubisoft, tous les gros jeux Ubisoft, à mon avis, vont être des exclus Epic Games. The Division 2, Anno 1800, à mon avis, le prochain Watch Dogs, ça va être une exclue Epic Games Store. Le prochain Assassin's Creed, à mon avis, ça va être une exclue Epic Games Store. Des exclus, certes, temporaires pendant 1 an, mais pendant 1 an, le jeu n'est dispo que sur l'Epic Games Store. Tout ça parce que Epic a payé genre un énorme chèque à Ubisoft pour dire votre jeu sera dispo que sur notre plateforme. Point. Et Ubisoft a vu le chèque, a fait ok, pas de souci. Tu vois? Mais bon.
Oui, mais on n'a pas à payer pour avoir ces exclus, en fait, pas comme sur console. Non, t'as pas à payer, mais bon, genre dans un sens, acheter toutes les exclus, ça tue la concurrence. Est-ce que quelque part, acheter des exclus, c'est pas une méthode genre anti-concurrentielle? On gueule que Google tue la concurrence et utilise des genre laisse pas de place à la concurrence parce que leurs services sont partout et qu'ils sont trop présents et du coup ils prennent des amendes parce que ils sont anti-concurrentiels. Est-ce que quand t'achètes des exclusivités, de tous les gros jeux qui sortent, t'es pas quelque part anti-concurrentiel? Parce que du coup, tu laisses aucune place au choix pour le consommateur, aucune place à la concurrence. Il n'y a pas de concurrence quand tu achètes une exclusivité. La concurrence meurt. Elle n'est pas là. Le fait d'avoir de la concurrence, c'est le fait que le consommateur puisse choisir. Genre, est-ce que je veux le service A ou est-ce que je veux le service B? Le service A propose tel truc, le service B est en concurrence avec le service A parce qu'il propose tel autre truc. Mais je peux avoir la même chose chez les deux. C'est juste qu'il y a quelques petites différences qui font que le consommateur va aller chez A ou va aller chez B. Tu vois? Mais le produit reste le même. Dans le sens où si t'achètes un paquet de céréales, ça reste des céréales. Tu vas par exemple avoir quasiment même la même marque de céréales. Si tu vas chez Leclerc ou chez Carrefour, tu trouves la même marque de céréales. Pourtant, c'est là qu'il y a une concurrence. Mais bon, on a encore le choix avec les jeux, par exemple Ubisoft ou les jeux de certains éditeurs. Bah, en fait, juste avec les jeux Ubisoft, parce que les jeux Ubisoft sortent aussi sur Uplay. Donc ça te donne un choix entre l'acheter sur Uplay et l'acheter sur l'Epic Game Store. Sinon, par exemple, les jeux Origin sortiront seulement sur Origin. Mais tous les autres gros jeux, bah, si toutes les exclus vont vers l'Epic Game Store, t'as plus le choix de les acheter, tu peux plus les acheter sur Steam. Ou alors tu dois attendre. Mais bon. Bref. Il y a un autre jeu qui pourrait être une exclue Epic Game Store et qui va être une exclue Epic Game Store. C'est même pas une question, c'est même pas une hypothèse, c'est une certitude puisque ça a été dit et vérifié par les éditeurs. C'est Borderlands 3. Ça va être une exclue Epic Game Store pendant 6 mois, par contre, pas pendant un an. Pendant 6 mois, le jeu va être disponible seulement sur l'Epic Game Store jusqu'à avril 2020, où là, il sera dispo sur Steam, etc. etc. Donc voilà, une autre chose, voilà, c'est ça aussi, je comprends que les gens soient un petit peu sceptiques, parce que tous les Borderlands sont sur Steam, tu vois. Ça aussi, c'est pour ça, c'est un petit peu discutable. Tous les Borderlands sont sur Steam. Pourquoi le 3 d'un coup, c'est une exclue Epic Game Store? Surtout que souvent Borderlands, quand tu as joué au précédent, tu peux importer ta sauvegarde quand tu commences le nouveau. Par exemple, le Borderlands 2, tu peux importer ta sauvegarde du 1. Borderlands Pre-Sequel, tu peux importer ta sauvegarde du 2. Et à mon avis, Borderlands 3, tu pourrais importer tes sauvegardes des jeux précédents qui t'apporteront 2-3 avantages dans le jeu ou 2-3 petits trucs. Je sais pas si tu pourras faire ça si tu l'achètes sur l'Epic Game Store alors que les autres sont sur Steam. Mais bon, Steam va forcément se réveiller, va forcément changer des choses dans son modèle économique aussi. Et potentiellement dans sa façon de faire. Après, il y a d'autres trucs aussi. Par exemple, Steam a beaucoup d'early access. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas. Mais Steam, quelque part, ils prennent beaucoup de risques parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont nuls sur Steam. Ça coûte de l'argent à Steam et à Valve d'avoir plein de jeux qui se vendent mal, qui se vendent quasiment pas, qui sont des jeux à chier sur la plateforme. Parce que tu trouves tout et n'importe quoi sur Steam, vraiment. Et ça coûte de l'argent quand même, parce que ces jeux, bah, il faut les maintenir, il faut maintenir les services qu'il y a derrière. Ces jeux sont sur leur serveur, il faut les bases de données qui soutiennent derrière, les pages d'affichage sur le launcher Steam, etc., etc. Tout ça, c'est mis à jour et tout et tout. Et ça coûte de l'argent. Epic, de l'autre côté, ils prennent aucun risque, parce qu'ils rachètent que les grosses exclus. Tu trouves que des gros jeux sur l'Epic Game Store, donc ils prennent aucun risque en achetant les exclus qu'ils ont. Il n'y a aucun early access, il n'y a rien comme ça. À part Fortnite qui a un early access, mais bon. Elle date de quand cette news? La news sur Borderlands date du 3 avril, juste après la sortie du jeu. Et la news sur Red Dead Redemption date du 10 avril, donc de cette semaine. Voilà. Et les gens qui sont là, genre... le seul store qui me sort par le cul, c'est le store de Microsoft, tellement c'est... Ah, alors, je suis bien d'accord, le store de Microsoft, c'est vraiment de la merde.
C'est vraiment de la merde, mais les jeux qui sont dessus sont les jeux faits par Microsoft. Donc pour moi, c'est normal que ces jeux-là, on les retrouve nulle part. Ça me fait chier de devoir utiliser ce store de merde, parce que le store Microsoft, c'est vraiment de la merde, mais quelque part, bah, c'est le store de l'éditeur. Donc le fait de devoir avoir le store Microsoft pour jouer à Sea of Thieves, à Forza, à je sais plus quel autre jeu est seulement fait par Microsoft et dispo sur ce store, ça me choque pas, parce que ben, c'est l'éditeur qui a son propre magasin et ses jeux sont dispo sur son magasin. C'est comme Ubisoft avec Uplay. Tous les jeux Ubisoft sont dispo sur Uplay. Sauf que Uplay est bien mieux que le Microsoft Store, hein, bien évidemment. Un qui me dit, Marco fait une crise Epic Games. Fait une crise, Epic Games te sponsorisera pas. Non, mais je m'attends pas à ce qu'il me sponsorise, mais c'est juste que voilà. Si Red Dead Redemption 2 sort seulement définitivement sur l'Epic Game Store, bah, je vais l'avoir sur l'Epic Game Store parce que je voudrais y jouer. Mais ça me fait mal au cœur, quoi. Ça me fait mal au cœur. Mais bon, bref. Puis je suis pas sûr que Steam maintenant soit aussi riche que ça. Je pense que là, l'Epic Game Store fait vraiment, vraiment mal à Steam. Vraiment, vraiment mal. Bon. On va. Le store Microsoft est le seul à permettre de jouer à un jeu payé dessus sur plusieurs plateformes. C'est vrai. Quand tu achètes un jeu sur le Microsoft Store, par contre, tu peux y jouer sur Xbox, sur PC, ce qui est aussi bon, bien, parce que du coup, avec le Game Pass et tout, bah, ton jeu est disponible sur plusieurs plateformes. Ça, c'est le cross-platform de Microsoft, et ça, par contre, ça, c'est du pain béni. Vraiment, vraiment. Avoir un jeu qui soit disponible sur plusieurs plateformes, c'est génial. Bon, Minecraft, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais Minecraft, ben, ils ont mis du ray tracing dessus aussi. Hein, voilà. Ils savaient pas quoi faire, ils se sont dit, Minecraft, on va mettre du ray tracing. Forcément, parce que la communauté de modding sur Minecraft est sans limite, et c'était obligé qu'ils intègrent le ray tracing sur Minecraft. Ça a été fait notamment avec un shader qui est certainement l'un des plus connus, qui est le shader Sonic Ether. Sonic Ether US, je sais pas à quoi correspond le U et le S à la fin, mais c'est le shader SEUS, donc Zeus. Je sais pas exactement comment ça se prononce non plus, mais c'est Sonic Ether, l'abréviation. Et ils ont ajouté le ray tracing, et c'est plutôt pas dégueu en vrai. Hein. Regardez ça, je vais essayer de vous montrer ça. Alors. Non. Ok, comment je peux vous montrer ça? Ok, je vais faire ça comme ça. Voilà, comme ça. Bam. Regardez ça. Si c'est pas magnifique. Ces belles réflexions. Donc en gros, dès maintenant, ben, il y a des réflexions qui sont faites en ray tracing. Donc quand tu mets des cubes de lumière, etc. Sur des surfaces qui vont réfléchir la lumière. Donc le verre, le verre, le fer, les métaux ou même certains murs. Du coup, parce que même le béton, même la brique, ça réfléchit un peu la lumière. Beaucoup moins, mais ça réfléchit quand même un peu la lumière. Eh bien, tout ça va être fait en ray tracing. Et c'est quand même beau. Il n'y a pas à dire, c'est quand même beau. Minecraft, c'est un des jeux qui de base ne ressemble à rien, mais avec certains modes, ça peut être absolument splendide. Comme vous le voyez ici, c'est quand même vraiment pas dégueu. Regardez ça. Là, regardez. Il allume le truc. Et là, boum. La lumière. Ah. Je trouve ça quand même vraiment, vraiment beau. Vraiment beau. Et puis il a fait d'autres démos, effectivement. Donc, ce mode, par contre, je pense que pour l'instant, il est disponible seulement aux gens qui supportent le modeur sur Patreon. Donc, c'est comme si vous le supportiez sur Utip ou sur une plateforme de... c'est quoi, Utip ou un autre truc aussi? En bref, sur un truc où tu peux donner de l'argent par mois à quelqu'un, là. Regardez ça, si c'est pas magnifique. C'est quand même cool. Moi, je trouve ça cool. Bon. Bon, voilà. Et c'était la dernière news. Voilà. C'est du coup la fin de ce Tech Talk. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. J'espère que les news vous auront plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire pour ceux qui regardent en VOD. Et puis comme d'hab, moi je vous dis à ciao, bonsoir.